Le mois de mars au potager? Avouez que ça ressemble parfois à une course contre la montre, n'est-ce pas? Entre les dernières gelées qui nous guettent et l'envie irrépressible de tout planter, on peut vite se sentir dépassé. Et si je vous disais qu'il existe un plan, une méthode presque infaillible pour transformer ce chaos en une organisation parfaite? Dans cette vidéo, je vous dévoile le calendrier complet des travaux à réaliser en mars 2026, décomposé semaine par semaine. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous promets qu'à la fin de ce mois, votre potager n'aura jamais été aussi bien préparé pour une saison de récolte absolument spectaculaire. Prêt à mettre les mains dans la terre de manière intelligente? Avant de plonger dans le vif du sujet, comprenons pourquoi Mars est si fondamental. Ce n'est pas juste un mois de transition, c'est le véritable réveil de la nature. La Terre, encore endormie par le froid de l'hiver, commence tout juste à se réchauffer sous les rayons d'un soleil de plus en plus présent. La durée du jour s'allonge, envoyant un signal clair à toutes les graines qu'il est bientôt temps de germer. C'est un mois d'équilibre précaire. D'un côté, l'élan vital du printemps, de l'autre, la menace persistante du gel qui peut anéantir en une seule nuit des semaines de travail. Gérer le mois de mars, c'est donc apprendre à danser avec la météo, à préparer le terrain pour l'explosion de vie à venir, tout en protégeant la fragilité des nouveaux départs. C'est le mois qui donne le ton pour toute l'année au potager. Commençons par la toute première semaine de mars, qui est dédiée au grand nettoyage et à l'observation. Il est crucial de ne pas se précipiter. Votre première mission est de faire le tour complet de votre potager pour retirer les derniers vestiges de l'hiver. Cela inclut les feuilles mortes malades, les branches cassées par le vent ou la neige, et les restes des cultures de l'année précédente que vous auriez pu oublier. Attention cependant, ne retirez pas tout systématiquement. Un paillage de feuilles saines peut encore protéger votre sol du froid et nourrir les vers de terre. C'est aussi le moment idéal pour observer l'état de votre terrain. Où l'eau stagne-t-elle après une pluie? Quelles zones se réchauffent le plus vite au soleil? Prenez des notes. Cette observation initiale est la clé pour adapter votre plan de culture à la réalité de votre jardin, et non l'inverse. Pensez à cette semaine comme à une phase d'écoute de votre terre avant de passer à l'action. C'est une étape méditative mais fondamentale pour la suite. Maintenant que le terrain est propre, passons à une étape plus technique mais essentielle, l'analyse et l'amendement du sol. Oubliez l'idée de bêcher frénétiquement. La première chose à faire est de comprendre la nature de votre terre. Est-elle argileuse, lourde et collante, ou sableuse, légère et drainante? Un test simple consiste à prendre une poignée de terre humide et à essayer de former une boule. Si elle se tient parfaitement, votre sol est riche en argile. Si elle s'effrite, il est sableux. C'est aussi le moment d'investir dans un petit kit de test de pH pour savoir si votre terre est acide, neutre ou calcaire. En fonction de ces résultats, vous allez pouvoir apporter les bons amendements. Pour un sol argileux, on ajoutera du compost bien mûr et un peu de sable pour l'alléger. Pour un sol sableux, c'est le compost et le fumier qui aideront à retenir l'eau et les nutriments. Cet apport ne se fait pas au hasard, il doit être réfléchi. Étalez une couche de 5 à 10 cm sur toute la surface et incorporez-la très légèrement avec une griffe, sans retourner la terre en profondeur pour préserver la vie microbienne. Votre sol est en cours d'amélioration, il est temps de se tourner vers vos fidèles compagnons, vos outils. Un bon jardinier est un artisan, et un bon artisan prend soin de son équipement. Cette semaine est parfaite pour une session de maintenance complète. Sortez votre bêche, votre râteau, votre sécateur, votre serre-fouette. Commencez par un nettoyage en profondeur pour enlever toute la terre et la rouille accumulée. De l'eau, une brosse métallique et un peu d'huile de coude feront des merveilles. Une fois propres et secs, inspectez chaque outil. Le manche en bois est-il fissuré? Faut-il le poncer et le huiler avec de l'huile de lin pour le protéger? La lame de votre sécateur est-elle encore bien tranchante? Un affûtage régulier est non seulement plus agréable à l'usage, mais il permet aussi de faire des coupes nettes sur les végétaux, ce qui favorise une meilleure cicatrisation et limite les risques de maladies. N'oubliez pas de désinfecter les lames avec de l'alcool à 70 degrés.
surtout si vous avez taillé des plantes malades l'an dernier. Des outils bien préparés, c'est moins d'efforts et plus d'efficacité pour toute la saison. Le jardin est propre, le sol s'enrichit, les outils sont prêts. Il est maintenant temps de finaliser le plan de bataille sur papier. Où allez-vous planter quoi cette année? C'est le moment de sortir votre plan du potager de l'année dernière et de penser à la rotation des cultures. C'est un principe fondamental pour éviter l'épuisement du sol et la prolifération des maladies et des parasites. Ne replantez jamais une même famille de légumes au même endroit 2 années de suite. Par exemple, là où vous aviez vos tomates et pommes de terre, les solanacées, vous pourriez installer des pois ou des haricots, des légumineuses, qui enrichiront le sol en azote. Pensez aussi aux associations de plantes bénéfiques, le fameux compagnonnage. Le basilic près des tomates, les carottes près des poireaux, les œillets d'Inde pour éloigner les nématodes. Dessinez vos parcelles, notez les variétés que vous avez choisies et estimez les dates de semis et de plantation. Ce plan n'est pas rigide, il pourra évoluer, mais il vous servira de feuille de route et vous évitera bien des erreurs et des oublis au cours de la saison. La première semaine de mars se termine avec une action concrète et excitante. Les tout premiers semis de l'année, bien au chaud à l'intérieur. Il s'agit des légumes qui ont besoin d'une longue saison de croissance pour arriver à maturité, comme les poivrons, les piments et les aubergines. Les tomates peuvent attendre encore 1 semaine ou 2 selon votre région. Préparez un bon terreau à semis, léger et drainant. Remplissez vos godets ou vos terrines sans tasser excessivement. Semez quelques graines par pot en les espaçant et recouvrez-les d'une fine couche de terreau. L'astuce est de tasser très légèrement avec une planchette pour assurer un bon contact entre la graine et la terre. Ensuite, arrosez délicatement en pluie fine, idéalement avec un pulvérisateur pour ne pas déloger les graines. Placez vos semis à la lumière, derrière une fenêtre bien exposée, et maintenez une température constante d'environ 20 à 25 degrés. La patience est maintenant de mise. Couvrez d'un couvercle transparent ou d'un film plastique pour maintenir l'humidité jusqu'à la germination. Le printemps commence officiellement dans votre maison. Nous entrons dans la 2e semaine de mars. Le sol a eu le temps d'absorber les premiers amendements. Il est temps de préparer les lits de semences en extérieur. C'est une étape délicate qui dépend beaucoup de la météo. Ne travaillez jamais une terre détrempée. Vous risqueriez de compacter la structure du sol pour toute la saison. Attendez qu'elle soit juste humide, friable. L'outil roi pour cette étape est la grelinette ou la fourche bêche. L'objectif n'est pas de retourner le sol, mais de l'aérer en profondeur. Enfoncez l'outil et faites un simple mouvement de levier d'avant en arrière. Cela décompacte la terre sans perturber les différentes couches et la vie microbienne. Une fois le sol aéré, passez un coup de croc pour briser les plus grosses mottes, puis terminez avec le râteau pour affiner la surface et la niveler parfaitement. Enlevez les cailloux et les racines des herbes indésirables que vous pourriez trouver. Votre lit de semences doit être aussi fin et plat que possible. C'est comme préparer un berceau douillet pour vos futures de graines. Plus il sera accueillant, meilleure sera la germination. Avec des lits de semences prêts, et si la météo le permet, vous pouvez effectuer les premiers semis directement en pleine terre. Il faut choisir des légumes résistants au froid, que l'on appelle des cultures rustiques. Les stars de cette période sont les pois et les fèves. Ces légumineuses n'ont pas peur d'un petit coup de froid et vont même en bénéficier pour bien se développer. Semez-les en ligne ou en poquet, en respectant une profondeur d'environ 3 à 5 cm. C'est aussi le moment parfait pour les premiers boradis, qui poussent très vite et vous donneront une récolte précoce. Les épinards et certaines variétés de laitue à couper peuvent également être semés. Pour ces petites graines, un sillon de 1 à 2 cm de profondeur suffit. Une fois les graines en place, recouvrez-les délicatement de terre fine et tassez légèrement avec le dos du râteau. Un léger arrosage en pluie fine terminera le travail. Pour protéger ces premiers semis fragiles du froid et de l'appétit des oiseaux, n'hésitez pas à les couvrir avec un voile d'hivernage. C'est une petite assurance pour un bon départ. La 2e semaine de mars est aussi traditionnellement le moment de planter les pommes de terre.
Mais attention, on ne les plante pas directement sortis du sac. Pour une bonne récolte, il est fortement recommandé de les faire germer au préalable. Cette étape s'appelle la mise en clayette. Environ 3 à 4 semaines avant la plantation, placez vos plants de pommes de terre dans une caisse, sans qu'ils se touchent, le côté avec le plus d'yeux vers le haut. Stockez-les dans un endroit lumineux, frais mais hors gel, comme un garage ou une véranda. De petits germes trapus et violets vont se développer. Ce sont eux qui donneront naissance à votre future récolte. Au moment de la plantation, creusez un sillon de 10 à 15 cm de profondeur. Déposez un tubercule germé tous les 30 à 40 cm, germe vers le haut. Recouvrez ensuite de terre en formant une petite butte. C'est un investissement en temps qui sera largement récompensé par une levée plus rapide et une production plus abondante. Si vous avez l'intention d'agrandir votre verger ou de créer une haie fruitière, mars est encore une bonne période pour planter les arbres et arbustes fruitiers vendus en racines nolues. C'est souvent plus économique et la reprise est excellente si c'est bien fait. La veille de la plantation, préparez les racines en les taillant légèrement pour rafraîchir les coupes et en les faisant tremper dans une boue épaisse faite de terre de jardin, de compost et d'eau. C'est ce qu'on appelle le pralinage, et cela aide à la réhydratation et à la formation de nouvelles racines. Le jour J, creusez un trou de plantation bien plus large et profond que le volume des racines. Décompactez le fond, ajoutez une couche de compost ou de fumier bien décomposé. Placez l'arbre en étalant bien ses racines, en vous assurant que le collet, la jonction entre les racines et le tronc, soit juste au niveau du sol. Remplissez le trou avec un mélange de terre et de terreau, tassez bien et formez une cuvette d'arrosage. Un arrosage copieux, même s'il pleut, est indispensable pour chasser les bulles d'air et assurer un bon contact entre la terre et les racines. N'oublions pas ce qui se passe sous abri, que ce soit dans une serre, un tunnel ou sous un châssis froid. La gestion de ces espaces devient cruciale en mars. Le soleil peut déjà taper fort à travers les vitres et la température peut monter très vite, même si l'air extérieur est de froid. Il est donc impératif d'aérer pendant les heures les plus chaudes de la journée pour éviter le coup de chaud et la prolifération de maladies fongiques favorisées par la condensation. Ouvrez les portes et les fenêtres le matin et refermez-les en fin d'après-midi pour conserver la chaleur pour la nuit. L'arrosage doit être modéré. Le terreau doit rester humide, mais jamais détrempé. C'est sous ces abris que vous pouvez continuer ou commencer les semis de légumes un peu plus frileux comme les choux, les betteraves ou les laitues qui seront repiqués plus tard. C'est un véritable travail de nurserie qui demande une attention quotidienne pour garantir la santé de vos futurs plants. Bienvenue dans la 3e semaine de mars, une période critique pour nos jeunes plants qui grandissent à l'intérieur. La surveillance est de mise. Vos semis de poivrons, aubergines et peut-être même de tomates ont maintenant germé et développent leurs premières vraies feuilles. C'est le moment de l'éclaircissage. Cette opération, qui peut sembler cruelle, est pourtant vitale. Dans chaque godet, ne conservez que le plant le plus vigoureux. Coupez les autres à la base avec des ciseaux fins plutôt que de les arracher, pour ne pas déranger les racines du plant que vous gardez. Cela lui donnera tout l'espace, la lumière et les nutriments nécessaires pour bien se développer. L'arrosage est aussi un point clé. Évitez d'arroser par le dessus, ce qui peut favoriser la fonte des semis, une maladie redoutable. Préférez un arrosage par le bas, en remplissant la soucoupe sous les godets et en laissant la terre absorber l'eau par capillarité. Videz l'excédent d'eau au bout de 20 minutes. C'est la meilleure façon de garantir un système racinaire fort et sain. Dehors, une nouvelle tâche, moins glamour mais absolument essentielle, s'impose. Le premier désherbage. Avec le réchauffement du sol, les graines de vos futurs légumes ne sont pas les seules à se réveiller. Celles des herbes dites indésirables aussi, et elles sont souvent bien plus rapides et compétitives. Agir maintenant, alors qu'elles sont encore au stade de plantule, est infiniment plus facile et efficace que d'attendre qu'elles soient bien installées. Un simple passage avec une serfouette ou un sarcloir entre les rangs de vos premiers semis, pois, fèves,
suffira à éliminer la majorité de ses concurrentes. Pour les zones encore non cultivées, un passage au crot peut remonter les racines à la surface où elles sécheront au soleil. Considérez ce premier désherbage non pas comme une corvée, mais comme une action préventive majeure. Chaque adventice retiré maintenant, c'est de l'eau, de la lumière et des nutriments en plus pour vos cultures, et des heures de travail en moins pour vous plus tard dans la saison. Pendant que le sol est encore meuble et que les plantes sont petites, c'est le moment idéal pour installer les futurs supports pour vos cultures grimpantes. Anticiper cette étape vous évitera de devoir le faire plus tard, au risque d'abîmer les racines et le feuillage de plantes déjà bien développées. Pour les pois que vous venez de semer, des branches de noisetiers ramifiées plantées le long du rang constituent un support naturel et efficace. Pour les futures tomates que vous planterez dans quelques semaines, vous pouvez déjà préparer les tuteurs. Enfoncez-les solidement dans le sol dès maintenant, à l'emplacement prévu pour chaque plant. Pour les haricots à rames ou les concombres, vous pouvez commencer à monter des structures plus élaborées, comme des tipis en bambou ou des treillages. Avoir ces structures en place tôt donne un aspect organisé au potager et vous simplifiera grandement la vie lorsque les plantes commenceront leur ascension vers le soleil. C'est un peu comme construire les fondations et l'armature de votre potager de l'été. La 3e semaine de mars nous rappelle cruellement que l'hiver n'a pas dit son dernier mot. La menace des gelées tardives est bien réelle et peut être dévastatrice pour les jeunes pousses et les bourgeons des arbres fruitiers. La vigilance est votre meilleur allié. Consultez la météo tous les jours. Si une nuit claire et froide est annoncée, avec des températures proches de zéro, il faut agir. Le soir, couvrez vos semis les plus fragiles en pleine terre et vos plantations récentes avec un voile d'hivernage, type P17. Pour les plants engodés que vous commencez à sortir, rentrez-les impérativement. Les arbres fruitiers en fleurs sont particulièrement vulnérables. Si une forte gelée est prévue, un arrosage par aspersion très fine durant toute la nuit peut créer une coque de glace protectrice autour des fleurs, un paradoxe qui les sauve du gel. C'est une technique délicate, mais connaître ces astuces peut faire la différence entre une récolte nulle et une récolte abondante. Ne baissez jamais la garde en mars. C'est aussi le moment parfait pour démarrer ou réactiver votre tas de compost. L'or noir du jardinier. Si vous avez un composteur, videz-le si le compost est mûr pour l'utiliser comme amendement. Sinon, c'est le moment de le relancer. Avec les premières tontes de gazon, riches en azote, les matières vertes et les tailles de haies ou les feuilles mortes de l'hiver, riches en carbone, les matières brunes, vous avez tout ce qu'il faut pour un bon départ. La règle d'or est d'alterner les couches de matière verte et brune pour un bon équilibre. Pensez à aérer le tas en le retournant avec une fourche. Cela active les micro-organismes responsables de la décomposition. Si le tas est trop sec, arrosez-le un peu. Un bon compost doit être humide comme une éponge essorée. Ajouter quelques pelletées de terre de jardin ou de compost mûr peut aider à ensemencer le nouveau tas avec les bons micro-organismes. Bien gérer son compost, c'est créer un cercle vertueux en transformant ses déchets de jardin et de cuisine en une ressource inestimable pour la fertilité de son sol. Nous voilà dans la dernière ligne droite, la 4e semaine de mars. Le sol se réchauffe de plus en plus et la liste des légumes à semer en pleine terre s'allonge. C'est le moment de s'occuper des légumes racines. Tracez des sillons peu profonds et semez clair vos carottes, panais et betteraves. Une astuce pour les carottes, dont les graines sont minuscules, est de les mélanger avec du sable sec pour une répartition plus homogène. Vous pouvez également semer en ligne les différentes variétés de laitue, la roquette et le persil. N'oubliez pas d'échelonner vos semis toutes les 2 semaines pour ne pas vous retrouver avec une énorme quantité de salade à récolter en même temps. Pensez à bien étiqueter chaque rang avec le nom de la variété et la date du semis. Cela peut paraître superflu sur le moment, mais dans quelques semaines, lorsque tout commencera à pousser en même temps, vous serez bien content de savoir qui est qui. C'est la semaine de la diversification, celle où le potager commence vraiment à prendre forme. Pendant que de nouvelles graines entrent en terre,
Vos premiers plants élevés à l'intérieur commencent à se sentir à l'étroit. Il est temps de penser à leur sortie, mais attention, le choc serait trop brutal si vous les sortiez du jour au lendemain. Il faut les acclimater progressivement, c'est ce qu'on appelle l'endurcissement. Ce processus est absolument vital pour éviter que vos plants ne subissent un coup de soleil ou un coup de froid qui stopperait net leur croissance. Commencez par les sortir quelques heures par jour dans un endroit abrité du vent et du soleil direct, comme à l'ombre d'un mur. Chaque jour, augmentez un peu la durée d'exposition au soleil et aux éléments. Au bout d'une semaine à 10 jours de ce traitement progressif, vos plants auront développé une cuticule plus épaisse sur leurs feuilles et un système racinaire plus robuste. Ils seront alors prêts à être transplantés en pleine terre sans subir de stress majeur. Ne sautez jamais cette étape. C'est le secret pour une reprise réussie. Avec l'arrivée du printemps, les ravageurs et les maladies commencent aussi à sortir de leur dormance. La prévention est la meilleure des stratégies. Faites des tours d'inspection réguliers dans votre potager. Regardez sous les feuilles de vos choux pour débusquer les premières pontes de pierrides. Surveillez l'apparition des pucerons sur les jeunes pousses. Au lieu de vous ruer sur des produits de traitement, même biologiques, pensez à favoriser la biodiversité. Plantez des fleurs mellifères comme la capucine, qui attirent les pucerons loin de vos légumes. Le souci ou la bourrage pour attirer les insectes auxiliaires comme les coccinelles, les cirphes et les chrysopes, qui sont de redoutables prédateurs de pucerons. Installez des hôtels à insectes et des nichoirs pour les oiseaux. Une petite mare peut attirer les grenouilles et les crapauds, grands consommateurs de limaces. Un écosystème équilibré est votre meilleur allié pour un jardin sain où les problèmes de ravageurs se régulent souvent d'eux-mêmes. Une fois que vos premiers semis en pleine terre ont bien levé et que vos premières de plantation sont faites, il est temps de penser à une protection essentielle pour votre sol, le paillage. Pailler, c'est couvrir la terre nue autour de vos cultures avec une couche de matière organique. Les bénéfices sont immenses. Premièrement, cela limite considérablement la pousse des herbes indésirables, vous faisant gagner un temps précieux en désherbage. Deuxièmement, cela conserve l'humidité du sol en limitant l'évaporation, ce qui réduit vos besoins en arrosage. Troisièmement, en se décomposant lentement, le paillage nourrit le sol et sa microfaune. Enfin, il protège le sol du tassement dû aux fortes pluies et des températures extrêmes. En mars, vous pouvez utiliser les matériaux que vous avez sous la main. Les dernières feuilles mortes, de la paille, de la tonte de gazon séchée en fines couches ou même du broyat de branches, BRF. Appliquez une couche d'au moins 5 à 10 cm d'épaisseur en prenant soin de ne pas recouvrir vos jeunes plants. La fin du mois de mars est le moment idéal pour faire un premier bilan et préparer la suite. Prenez quelques instants pour vous asseoir et observer votre potager. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quels semis ont bien levé? Y a-t-il des zones qui nécessitent une attention particulière? Notez tout dans votre carnet de jardinage. Ce bilan vous permettra d'ajuster vos actions pour le mois d'avril, qui sera encore plus intense. Listez les tâches à venir, les semis de légumes plus frileux comme les haricots et les courgettes, la plantation des tomates et autres légumes d'été, le butage des pommes de terre. Anticiper vous permettra de commander les graines ou les plants manquants et de vous organiser. Le jardinage est un marathon, pas un sprint. En terminant mars avec un potager propre, bien amendé, avec les premiers semis en place et un plan clair pour la suite, vous avez posé les meilleures fondations possibles pour une saison réussie. Vous pouvez être fier du travail accompli. Et voilà, le mois de mars est terminé. Nous sommes passés du nettoyage hivernal à la préparation méticuleuse du sol, des premiers semis frileux à l'intérieur aux plantations courageuses en pleine terre. Nous avons appris à protéger nos cultures du gel, à soigner nos outils et à planifier intelligemment. Le moment le plus surprenant, c'est peut-être de réaliser à quel point chaque petite action posée en mars, même la plus simple comme l'affûtage d'un outil ou l'observation du sol, a un impact énorme sur l'abondance des récoltes en été.
Ce n'est pas juste une liste de tâches, c'est une stratégie complète pour collaborer avec la nature. En suivant ce plan, vous n'avez pas seulement préparé votre terre, vous avez surtout gagné en sérénité. Fini le stress du jardinier de Mars. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater des prochains conseils. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est de votre plus grand défi ou votre plus grande joie au potager pendant le mois de mars? Racontez-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt et bon jardinage.